Ça va le bracelet est bien mis en place? C'est comme ça que je décompense, tu sais. Tout va bien? Oui, je crois que ça va. D'accord. Oui, bonjour. Ça va être très professionnel de démarrer un podcast comme ça. Bonjour. Tu fais Je suis un peu en mode connerie. tu fais des bisous aux gens. C'est vrai? Aline, je ne sais pas si tu es prête pour ce qui va se passer. Oui, je crois que je suis prête Tu es pour ce qui prête? va se passer. Eh bien, on va voir si tu es prête. Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast des cyclistes. C'est en live avec Aline de Strava. Voilà. Bonjour. T'as vu comme c'était professionnel? C'était super. Hein. J'adore. Ouais. J'adore, il y a des nouvelles mélodies, des nouveaux sons. C'est classe. Il y a des nouvelles mélodies et il y a 4 boutons. Je dis ça, je viens d'en utiliser un. Il y en a 3 autres. D'accord, on va te croire sur parole. Surtout pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. Il y a 4 boutons. Merci de penser aux gens qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas. Bienvenue dans ce 3e épisode du podcast des cyclistes. Comment ça va aujourd'hui, Aline? Eh bien, ça va très bien. Je me réjouis de ce nouveau setting que tu as organisé, de nouvelles questions que tu as pour nous. Et je suis en pleine forme. Un petit peu la connerie ce matin, donc j'espère que je réussirai à rester assez sérieuse pour ce podcast. Et toi, comment tu vas ? Un petit peu la connerie ce matin. Eh bien, écoute, moi, ça va, je suis content. Pour les gens qui nous voient, on a effectivement changé le setup. Je trouvais que lors de la dernière prise vidéo, je ressemblais à une grosse patate. Et du coup, ce setup me permet de me tenir plus droit, ce qui est vraiment très bien. Moi, ça allait. Je me sentais bien, comme d'habitude. Moi, j'étais belle, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, bienvenue. C'est l'occasion aussi, dans cette introduction, de vous informer que le contenu est disponible maintenant sur des plateformes de podcast courantes, à savoir Spotify, mais aussi maintenant Apple Podcast, Google Podcaster et tout le reste. C'était assez galère d'arriver à mettre ce podcast sur notamment Apple Podcast. Ça m'a pris 14 jours pour remettre le mot de passe à 0. Parce qu'il faut soit avoir un appareil Apple iPod ou iPad, ou alors se rendre dans une boutique, et j'ai préféré attendre, parce que je suis un putain de rebelle. C'est quoi déjà ton métier dans la vraie vie ? Allons-y. On est parti pour le premier sujet ? Allons-y. On est parti pour le premier sujet. L'année passée, nous avons franchi ensemble 2 milestones importants dans notre vie de cycliste. Dans le cadre de la préparation de la Race Across Switzerland, nous avons effectué ensemble notre première journée à plus de 4000 mètres de dénivelé pour nous entraîner. Et le 14 juillet, c'était la course. 334 km, 5600 mètres de D+, notre distance la plus longue, notre élévation la plus haute, le tout durant une nuit blanche sur le vélo. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, cette année, un peu sur un coup de tête, nous voilà inscrits au Tour des Stations. Un Everesting, quelle bonne idée. Et je t'avoue que c'est la première fois, Aline, que je me demande si je ne me suis pas inscrit à quelque chose de plus grand que moi, que je n'arriverai peut-être pas à terminer. Ça tombe d'ailleurs très bien, puisque je crois que le sous-titre de cette épreuve, c'est « Meet Your Limits ». Voilà. Est-ce que c'était une bonne idée de s'inscrire à ce Tour des Stations Everesting ? Presque 9000 mètres de montée, 224 km. Je ne sais pas. On sait comment on va se sentir. Hein. Mal. On a à peu près une vision assez claire de comment on va se sentir. Et je vais t'apprendre à envisager les épreuves qu'on a l'impression qu'on va jamais pouvoir finir. Parce que ça me fait ça depuis que je m'inscris à des courses. Donc... on le dépasse assez rapidement, ce sentiment, mais je vais jamais y arriver. Mais ça, c'est quelque chose Oui. de quoi j'aimerais parler avec toi. Peut-être, du coup, j'aimerais juste commencer par l'histoire de cette inscription, et c'est quelque chose que je t'ai pas raconté, je l'ai gardé pour une fois où on échangerait dans ce cadre-là. Est-ce que tu sais que sur cette inscription, en fait, on s'est pas compris ?
Ça m'étonne qu'à moitié. Ok, non, pourquoi? Ce qui s'est passé, Raconte. c'est que pendant un moment, on s'est dit, OK, en 2024, il faudra faire un peu plus que ces 6000 mètres de la Race Across Switzerland. Tiens, est-ce qu'un Everesting serait quelque chose, peut-être une idée comme ça? Mhm. Et mon fameux collègue Thierry m'avait raconté qu'il avait fait le tour des stations, mais hors tour des stations, en prenant plus de temps et en faisant plus de pauses et en ne respectant pas le time cut, en partant très tôt dans la nuit et en finissant vraiment très tard au bout de sa vie. Mais il l'a fait avec une amie et puis il l'a fini. Et je me rappelle avoir été dans le train direction le travail ce matin, là, où on a dit, OK, on s'inscrit. Et en fait, d'avoir communiqué quelque chose, genre, tiens, si on le faisait pour nous et tout. Et toi, tu m'as fait genre, ah, OK, bah, ouais, d'accord, on s'inscrit. Et dans ma tête, je me suis dit, ouais, bon, allez. Allez, bon, on s'inscrit. On s'inscrit pour du vrai. Mais en réalité, ma vraie idée de base, que je t'ai pas Ah, racontée, ouais. ma vraie idée de base, c'était qu'on s'inscrive pas, mais qu'on le fasse pour nous. Et moi, je dois vraiment avouer que c'est une épreuve qui m'impressionne pour du vrai. Je suis beaucoup de contenu anglophone sur YouTube, et il y a le fameux Chris Hall qui en a entamé, alors certes, un par jour pendant 7 jours que j'ai vu ne pas arriver à le terminer. Vegan Cyclist, Tyler Pierce, qui a fait récemment une vidéo qui s'appelle Course Doping and Everesting, où il triche. En fait, il le fait sur une sorte de trajet où il y a une montée au bout, et il peut profiter de la descente et une montée au bout. Et même Tyler Pierce, qui a un FTP de malade et qui termine dans des courses vraiment très bien placées, à la fin de la journée, il n'est pas très bien. Mm. Et du coup, cette inscription, elle s'est faite sur un malentendu. Sur un manque d'écoute de ma part, comme d'habitude. Je- En ce moment, je manque d'écoute. C'est incroyable. Mais tant mieux, non? Oui, c'est vrai. Tant mieux. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est impressionnant, à part ça, comme course. Et du coup, du point de vue de l'état d'esprit psychologique et de la manière de l'aborder, pour ça, c'est vrai qu'on a une manière de fonctionner assez différente, toi et moi, parce que tu le disais avant, toi, tu as l'habitude d'aborder les choses qui t'impressionnent en te disant que si jamais tu le finis pas, c'est pas grave, c'est ça? C'est pas vraiment un choix, hein. C'est une stratégie par dépit. Non, mais c'est vrai, c'est pas un choix conscient, c'est que c'est de l'appris, hein. Moi, l'échec, j'en viens, j'y retourne, comme dirait Edouard Baird, que j'adore. Non, oui, bien sûr, bah oui, c'est vrai que quand je m'inscris à quelque chose, je me dis toujours que, mais c'est aussi en lien avec ce qu'on s'est dit l'autre fois dans le premier podcast. Moi, j'écoute mon corps, j'écoute qui je suis sur le moment où entre le moment où on s'inscrit à une course et le moment où tu fais la course, c'est peut-être pas la même personne. Donc, la même personne, peut-être quand même, oui, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et donc, c'est quand? C'est fin août, non? 31 août. 31 août. On n'est même pas en février. D'ici là, tout peut se passer. Donc, de toute façon, tout peut arriver. Donc, il faut. En effet, moi, je me dis toujours, si j'ai pas envie de la faire sur le moment, bah, je la ferai pas. Est-ce que en te disant ça, au-delà peut-être de sorties d'entraînement ou de tours prévus avec des gens, est-ce qu'il y a déjà des échéances ou des choses vraiment que tu avais prévues que tu n'as pas terminées en te disant ok, c'est pas grave, ou est-ce que ça t'a toujours servi à arriver au bout de tout? Au final, je crois que je suis toujours arrivée au bout de tout. Parfois dans un état bizarre, mais je crois que j'ai toujours réussi à arriver au bout de mes objectifs et de mes courses. Je crois que j'ai jamais. Ouais. Mais j'ai failli. À la Race Across Switzerland, j'ai failli. Au moment où j'ai pleuré pendant 20 minutes au téléphone avec mon copain, j'ai failli me dire bon, c'est bon, j'arrête. En fait, j'ai bien roulé, je suis contente de ce que j'ai fait. Positivement, hein, je suis contente de ce que j'ai fait. Maintenant, ça suffit. J'ai plus de souffrance et de douleur que de plaisir, donc j'arrête, quoi. Et bon, il m'a dit non, tu remontes sur le vélo. Je dis, oh, bah, d'accord. Il n'a pas dit ça comme ça, il paraît qu'il pleurait. Il a dit non, Ah non, tu remontes sur le vélo, Aline. ah non, c'est moi qui pleurais. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Je crois que la dernière fois, tu as dit que vous aviez pleuré les deux ensemble. C'est beau. Lui, je crois qu'il a eu des larmes en me voyant le soir à l'arrivée, quand on était aussi là. Hein. Tu étais là, hein, et je crois qu'il a un petit peu eu des larmes aux yeux. En fait, je pense que ça l'a ému de voir que j'avais réussi. Pas très flatteur pour moi. Pardon. Je t'ai vu pleurer. Oui, et je crois qu'il avait des larmes aux yeux, Monsieur Chou. Oh. C'est bien de pleurer, c'est rien de mal. Hein. Non, alors ça, on en a parlé la dernière fois et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait peur, toi, de pas y arriver? Enfin, c'est quoi les éléments qui font que
On n'est pas obligé de parler de ça maintenant. Oh, d'accord. Non, c'est une blague. Je te laisse le lead. Je me tais. Non, elle était super ta question. Quand je vais faire une sortie, en général, pour moi, souvent, le maximum de dénivelé que je fais, c'est 2000, 2500. Et puis, j'arrive en me disant, oh waouh, c'était déjà long de monter pendant 2500 km. Parfois, quand j'aborde des montées, enfin, pas 2500 mètres, pas kilomètres, quand j'aborde des montées, des fois, j'ai une sorte d'impatience où je me dis, ah là, mais ça va monter encore longtemps parce que maintenant, j'aimerais bien être en haut et puis faire autre chose. Et là, je vois le parcours qui, en fait, n'est pas du tout composé de plats. Il n'y a quasiment pas de plats. Il n'y a que de la montée et de la descente. Ah, ça, c'est sûr. Et en fait, je me dis, je vais passer la journée à pédaler en montée, alors que, en réalité, c'est pas ce que je préfère faire. Moi, je préfère avoir les faux plats montants, je préfère. Les collines, c'est le cycliste à deux bains. Ouais. Moi, je préfère les collines, voilà, les promenades, les boulangeries. Le plat au bord du lac. Ouais, c'est ça. Et Ouais, tu m'avais dit ça, c'est vrai. j'ai pas. J'ai un peu peur de me retrouver à la fin, après 5 ou 6 000 mètres, dans un état mental où je vais devoir me battre pendant des heures et des heures pour y arriver. Ah bah ça, compte dessus. Hein. Ça va être super. Mais c'est vrai que tu m'avais dit qu'on en avait fait les 4000, la première fois qu'on a passé les 4000 ensemble, on s'était fait ça une journée un peu comme ça en dehors de tout. Et c'est vrai que tu m'avais dit ça alors qu'on était sur des pentes super raides. Je t'avais emmené en vallée d'ailleurs pour le faire, pour que ce soit plus efficace. Parce que moi, en fait, limite, je préfère les pentes plus raides parce que ça va plus vite Ouais. de faire les mètres Ouais. de dénivelé. Et je t'avais emmené en vallée. C'est vrai qu'au milieu d'une pente à 10% de moyenne, je disais, ah, en fait, moi, je préfère le plat. Pour les gens qui ne regardent pas, je viens de manquer de faire tomber le vélo d'Aline, qui est d'ailleurs quand même un peu devenue la nouvelle prunelle de ses yeux. Oui, Tu le regardes avec amour. C'est joli. il est beau. C'est vrai. Et oui. Ouais. Et du coup, par rapport à ces montées raides et par rapport à la technique que tu vas employer sur ton vélo, est-ce que tu vas apporter des modifications, par exemple, au développement le plus facile, ou alors est-ce que tu vas te lancer avec un équipement, on va dire, tel qu'on le trouve maintenant, donc plateau de 34, cassette de 34, et puis du coup un tour de pédale égale un tour de roue, ou tu vas faire des changements dessus? Alors, les changements sont en cours, pas sur ce vélo-là, qui va pas être le vélo que je vais prendre durant la course, mais sur mon BMC, qui est plutôt un vélo typé endurance. Là, je suis en train de le faire modifier, donc j'aurai une nouvelle paire de roues dessus, et qui sont très belles. Et puis, je l'ai fait monter, j'ai changé, je vais le faire monter en GRX avec du 31-48 à l'avant et Ouais. du 34 ou 36 à l'arrière. je Ok, crois. Donc, d'accord. joli. Ça, apparemment, ça va me faire monter quoi qu'il arrive. Donc, je suis confiante dans ce montage. Moi, ça me fait du bien d'avoir un truc où je me dis, tiens, ok, au pire des cas, il y a probablement une vitesse vraiment toute facile qui va me permettre très lentement Oui. d'essayer de monter des pentes raides. Ok, donc 48-31 et 11-34 ou 11-36. Oui, c'est ça. Et toi, tu sais déjà? Moi, j'avais beaucoup réfléchi. Je m'étais dit, est-ce que ce serait peut-être le moment de tester un setup en monoplateau, en one by, sauf que Oui. pour l'instant, j'ai pas ni l'envie ni le budget pour investir dans tout un nouveau groupe, parce que j'ai pas ça. Peut-être que j'arriverai à avoir un vélo comme ça, peut-être pas, mais au pire des cas, je me suis dit que j'allais utiliser mon Cannondale Synapse, qui est très léger. Je l'ai pesé l'autre jour d'ailleurs, il fait 7 kg 1 avec les équipements dessus. Wow. Avec les pédales? Ouais, pédales Garmin, porte-gourde. Et les roues sont vraiment sont plutôt très légères aussi. Et en fait, je m'étais simplement dit que j'allais mettre des plateaux plus petits devant. Là, c'est 50-34, 11-34. Et si j'arrive à faire un truc, je sais pas, ouais, peut-être un plateau plus petit ou juste changer les pédaliers, trouver un pédalier d'occasion, quelque chose, mais pour arriver un peu au même résultat que toi, mais à budget raisonnable. Oui. D'ailleurs, le shop que je salue, qui est Culture Vélo à Annecy, qui me fait le montage en ce moment, m'ont dit aussi, Aline, on peut aussi te proposer quelque chose qui est moins cher. Hein. Ouais. Et Aline a dit non, je veux du GRX. Non, mais parce que en vrai, ce vélo, je veux aussi le transformer pour être un peu un vélo semi-gravel pour plus tard aussi. Ouais. De mettre des pneus un peu plus solides. Donc en fait, c'est quelque chose avec du bike pack qui fait sens aussi pour moi pour la suite. Donc c'est pas juste pour claquer de l'argent. Puis tu pourras toujours Mais- vendre les pièces d'occasion. Mais c'est ça, Qui ça se sont vend démontées. ou ça se garde et voilà. Enfin,
On se réjouit de voir ça. Oui, mais pour toi aussi, je me Ça- réjouis de voir le vélo au final. Ça changera le Q-Factor. Le GRX, il est plus large au niveau de... C'est BikeFit Sylvain qui parle. BikeFitSylvain.com. Le site n'existe pas encore, mais bientôt. C'est pas vrai. Mais je crois que les pédaliers GRX sont légèrement plus écartés au niveau des deux pieds. Vu que c'est des groupes de gravel, c'est conçu pour laisser passer des pneus plus larges derrière et pour avoir des bases plus écartées. Donc tu vas te retrouver dans une position avec les jambes un peu plus écartées, position que tu pourrais éventuellement rattraper en décalant tes cales sous tes chaussures plus En les vers resserrant un l'extérieur, peu. histoire que ça resserre tes pieds, vu que la mécanique est plus large. Eh ben, je verrai, je te dirai. C'est gratuit, ce conseil. Merci. De rien. Tu veux le nombre de millimètres qu'on cherche sur Internet? Vas-y. Après, plus tard. Ok. Et d'un point de vue nutrition, la digestion, mon sujet préféré. Parlons digestion. Ouais. Est-ce que tu as une idée de comment tu vas t'arranger ou te débrouiller ou survivre? Ah, pendant, Ouais. parce que déjà, il y a le avant. Pour moi, je le disais avant, j'ai quand même... on avait dit dans d'autres épisodes aussi, et qu'on en parle souvent, qu'on prend du poids et on perd du poids en tant que cycliste. Moi, j'ai un poids que j'ai jamais eu en ce moment. Et alors oui, on me dit, mais Aline, en partie, c'est du muscle. Oui, en partie. Mais j'ai quand même un poids pour faire que de la grimpe qui, là, pour moi, va pas jouer. Donc, j'ai envie de perdre quand même 3 kilos au moins pour être de nouveau dans le poids où j'étais avant, où j'étais plus à l'aise dans les montées. Donc, il y a le avant déjà. Je suis en train de tester d'ailleurs le jeûne intermittent qui est assez drôle. Non, mais bon. Mais ça peut. Dans le sport, c'est quand même un sujet important. Et le poids est quand même une préoccupation de pas mal de cyclistes, bien qu'il n'y a pas que ça. Mais pour faire que de la montée, j'ai l'impression quand même qu'il faut être à l'aise et qu'il ne faut pas faire 10 kilos de plus que ce qu'on avait prévu. Bref. Et pendant l'épreuve, par contre, ouais, ça va être. J'y ai franchement pas encore pensé. Je fais juste une parenthèse pour le jeûne intermittent. Ouais. Tu voulais en parler plus tard, c'est ça? Non. J'aimerais raconter que cette semaine, on a un groupe WhatsApp avec notre ami Fred aussi. Mon coach. Voilà. Et cette semaine, en fait, moi, je lisais pas non plus tous les messages, parce que des fois, il y a des conversations qui concernent plus l'une ou l'autre personne. J'étais assez actif cette semaine quand même. J'ai beaucoup travaillé. Mon employeur, écoutez-moi, j'ai beaucoup travaillé aussi. Mais Moi aussi. ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis tombé sur ce message qui disait « Ah, bah du coup, je vais essayer le jeûne intermittent. » Et dans ma tête, j'étais là, ça y est, ils ont embauché un apprenti ou un intermittent du spectacle pour les aider au travail. Donc, Sylvain pensait que je me faisais le jeûne intermittent. Je me faisais le jeûne intermittent. Alors, au niveau on coupe, parce qu'alors, où il a été chercher ça, je sais pas. En plus, j'ai que des collègues féminines, donc, puis même, c'était drôle. Mais du coup, pour être plus sérieux, cette histoire de poids, elle revient souvent, n'empêche, dans les thèmes que j'ai traités ces dernières semaines, on en a parlé aussi et tout. Est-ce que tu ne crois pas que, parce que tu t'entraînes quand même beaucoup ces derniers temps, et je pense, je sais pas si on devait regarder ta courbe de puissance, à mon avis, elle est encore beaucoup plus haute qu'avant. Est-ce qu'elle n'est pas juste compensée par le fait que tu sois plus forte, et au bout du compte, c'est gagnant, et ce poids, il est très bien? Oui, je pense que c'est vrai pour de la manière générale. Je pense que je n'aurais pas cette idée de perdre un peu si je ne faisais pas cette course-là, cette fin d'été. D'accord. Mais je pense quand même que sur les montées, quand je compare la facilité que j'avais avant, j'ai pu faire la comparaison sur une montée que je connais bien, c'est le Salève. Et l'été passé, j'étais déjà dans un kilotage qui était à peu près similaire à maintenant. Et je voyais que sur mes watts, je devais vraiment en effet faire beaucoup plus de watts pour compenser la différence. Enfin, j'ai vu sur mon compteur les différences. J'allais à peu près à la même vitesse, j'ai fait à peu près les mêmes temps, mais j'étais vraiment je devais mettre plus de watts. Et je pense que ça cumulé par de faire 8848. Je sais pas, peut-être que c'est faux, je verrai, mais je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est vrai qu'en effet, quand on compare, c'est clair que j'ai des watts maintenant qui sont, je pense, plus élevés que d'autres filles qui sont plus fines, et j'en connais des filles qui sont plus fines et qui sont très bonnes en endurance. Et clairement, là, j'ai été à un cours, je fais un des cours de Power Watt, c'est un cours de vélo à l'intérieur avec d'autres personnes. Et là, cette semaine, c'était une séance un peu sprint et punchy.
Et clairement, je pense que j'avais plus de facilité que les filles toutes minces à côté. Et ben oui, je vois la différence. Je tiens mieux, je fais des sprints plus forts. Ben oui, voilà. Et ça me fait très bizarre parce que avant, j'étais quelqu'un qui était plutôt dans l'endurance. Et là, la fille qui animait le groupe me disait « Ah bah pour toi, Aline, c'est une bonne séance. Pour toi, championne. Pour toi, la meuf super forte. » Tu sais pas trop comment Ouais. le prendre. Et je ne l'ai pas pris bien. Et elle a rajouté par rapport à des filles toutes je pense qu'elle a dit un truc toute fine et en endurance. Ouais. Bon, bah voilà, je suis dans la catégorie des tankiers. Sympa. Oui. Gentille la dame. Non, elle est chou. Ouais. Ça doit pouvoir se calculer peut-être combien de watts sont nécessaires par kilo supplémentaire en fonction de la pente. Ça se calcule pour sûr. Je n'ai pas le calcul là. Mais c'est vrai qu'après, en général, de toute façon, les gens qui sont vraiment à l'aise en montagne, c'est des petites crevettes. Ben ouais. Mais après, tu es déjà juste grande aussi. On ne sera jamais des crevettes. Ils sont tellement gentils, ces gens autour de moi. Mais moi, je suis pareil. Oui, on ne sera jamais des crevettes, je pense. Bah non. Et tant pis, tant mieux. Ou bien ces grosses crevettes. Comment ça Gambas. Des gambas. Moi, je suis plutôt une gambasse. Oh, dis donc, Bonne gambasse. tu es fort en montagne, toi. Tu es une petite crevette. Non, je suis une grosse gambasse. Et voilà. C'est bon. Je fais des sprints. C'est bien, en fait, une gambasse. Et c'est meilleur qu'une crevette. Enfin, en goût. Hein. Et pendant, parce que ça, c'est avant. Donc, nutrition, bon, on n'a pas... Ouais, donc nutrition avant, ton idée, c'est de réduire quand même un peu le poids. Après, il y a nutrition juste avant, mais ça, on en parlera une autre fois. Cette histoire de carb loading où tu peux manger des pâtes et du riz pour stocker du glucide avant et tout. Mais pendant, en fait, on sait que la digestion, elle marche comme beaucoup moins quand tu fais un effort. Et au bout de 2 ou 3 heures, ton corps, à un moment, il va se dire là, il y a vraiment un déséquilibre. Et puis, je ne me concentre pas du tout sur la digestion, donc il y a intérêt à manger des trucs qui passent. Et moi, je trouve ça difficile parce que les trucs qui marchent bien, c'est les glucides, donc c'est des trucs sucrés. Mais franchement, au bout de 3, 4, 5 heures, tu n'as plus envie de manger un bout de nougat, une pâte de fruits, tu as juste envie d'un vrai sandwich avec une eau pétillante. Et après, si tu prends des trucs qui se mâchent plus et qui sont plus volumineux et tout ça, c'est pas forcément aussi efficace, mais au moins tu es content. Et franchement, là, je sais pas trop quoi faire. Il paraît que les ravitaillements sont bien, il paraît. Mais je sais pas trop comment procéder ça. Alors, les ravitaux sont super pour avoir fait le tour des stations 2 fois, la version courte. Les ravitaux sont super. Très diversifiés, il y a de tout. Il y a aussi du bouillon, des trucs salés. Il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Bon, c'est essentiel, ouais. Je ne sais pas comment encore gérer ça. Mais en effet, je pense qu'il faut varier un petit peu, ne pas prendre que des bars ou que du sucre. Donc, comme tu dis, sandwich, même s'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter. Quand on avait fait le 4000 ensemble, la première fois, on s'était arrêté manger un burger. Hein. Oui, c'est vrai. On s'en fout si c'est une course. Moi, je ne vais pas faire cette course pour la gagner. Donc, s'il faut que je m'arrête une demi-heure, 1 heure... Comme au Tour de France, en fait. Au tout début du Tour de France, ils étaient en complète autonomie. Ils devaient s'arrêter dans les cafés, les bars tabac pour choper à boire, à manger et tout. Pourquoi pas, à voir. Comme ça, on pourra dire qu'on est comme les pionniers du Tour de France. Mais je pense qu'on aura affiné la stratégie de nutrition pendant d'ici là. Mais là, j'en suis pas là, honnêtement. On laisse ce point ouvert. Eh bien, je ne sais toujours pas si on a bien fait de s'inscrire à cette course ou pas. Mais on n'a pas bien fait du tout. Eh bien, c'est super. Ouais. Deuxième sujet. DJ Sylvain est de retour. Tenez-vous bien. Tu sais qu'en préparant ces musiques, je me suis dit que tu allais danser. Ta plus grosse chute. On dit qu'il existe 2 sortes de cyclistes, ceux qui sont déjà tombés et ceux à qui cela va arriver. J'en ai déjà parlé en vidéo et nous sommes, on peut dire comme ça, 2 fervents porteurs de casque en général. Je t'ai jamais vu rouler sans casque, donc on peut dire que c'est pour chaque parcours sans exception. Néanmoins, est-ce que tu te rappelles de ta plus grande chute à vélo ? Comment est-ce qu'elle s'est passée ? Est-ce que tu en as tiré des enseignements ? Et est-ce que le bilan final de cette chute était positif ou en reste-t-il du négatif ?
J'ai plutôt eu de la chance en fait jusqu'à maintenant. Je crois que je fais quand même attention en descente. J'ai vraiment des bons yeux en fait. Ça, je crois que ça fait beaucoup de choses pour connaître des gens qui voient un peu. Moi, j'ai vraiment des yeux, je vois vraiment beaucoup, beaucoup de choses très loin. Et on m'a toujours dit ça. Et donc, je pense que ouais, ça aide. Maintenant, oui, j'ai eu une chute qui était assez. Bon, ça révèle un côté très mesquin et bitch de mon caractère parce que c'était avec mon ex-copain et on descend. C'est le Saanich. Donc, le Saanich, c'est une grosse montée en Valais. C'est un gros col. Et c'était un peu l'automne, donc il faisait un peu frais. Donc, et on est monté en gravel. En vélo gravel jusqu'en haut et en descendant, on s'est pris une plaque de glace. Et moi, je me rappellerai, je pense, toute ma vie. En descente, la plaque de glace, on l'a vraiment pas vue, ni un ni l'autre. Et je le vois devant, en train de partir comme ça. On n'allait pas vite, donc je savais qu'il n'allait pas se passer grand-chose de grave. Mais je fais, mais il sait pas descendre. Tu as vraiment dit ça? Et au moment où je me dis ça, non, au moment où je dis ça, ça aussi c'est moral, ne jamais se moquer de toi. Mais comment il fait pour tomber là? C'est pas possible. La glissade, et je suis partie pareil. Je suis partie en glissade et je me suis étalée. Donc vraiment rien de grave. En plus on était en long parce qu'il faisait froid, donc vraiment rien de grave. Et du coup avec du recul, je me dis plus jamais bitcher sur quelqu'un, c'est pas très sympa. Et deux grosses gamelles. Mais donc la plaque de glace que j'avais vraiment pas vue. Une partie d'ombre, une plaque de glace. Pas Voilà. de blessure, pas de... Aucune. Bon, aucune séquelle du coup. Non. Et toi? Je voulais juste demander si le vélo était cassé. Non, absolument pas. Rien. Rien du tout. Non, rien du tout. Non, absolument pas. C'était aucun Vous êtes tombé avec élégance. classe. Ouais. Sur une plaque ou ça. Mais vraiment, c'était un slide. Et vu que c'est vrai la vitesse était pas très... C'est en descente, mais la vitesse n'était pas très importante. Donc, voilà. Ok. Merci. Ouais, on se moque pas des gens, c'est pas bien, du coup. ouais, c'est pas très sympa pour moi-même, mais bon. C'est courageux d'avoir été honnête dans cette anecdote. On peut couper? On peut pas, c'est impossible. Les logiciels actuels ne le permettent pas. C'est one shot. Ah mince. Moi, juin 2022. Mais peut-être si je peux commencer avec... oui, je mets un peu en contexte. C'est le soir. J'aime bien rouler la nuit. Ça fait vachement héroïque de dire ça. J'aime bien rouler la nuit avec un grand phare qui éclaire très bien, plus que mon ancienne moto. Donc c'est pas vraiment ça le problème. Mais il y a de l'orage, on est en été, les routes sont mouillées, et puis j'ai vraiment envie d'aller faire du vélo. Et je me dis, oh zut, je vais quand même pas aller vraiment avec les habits de pluie et tout. Je regarde l'application de météo qui en Suisse s'appelle Météo Suisse, et puis je vois que ça va entre guillemets s'éclaircir, donc arrêter de pleuvoir dans quelques temps. Effectivement, il y a une accalmie, et je me dis, bon, ok, c'est pas grave, j'y vais. Et j'ai fait un chouette tour, et je suis passé par des routes que je connaissais toutes, jusqu'à arriver dans une descente dans le Lavaux. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est on va dire des petites montagnes et collines très jolies qui donnent avec une vue incroyable sur le lac Léman. Et c'est des routes en descente qui sont vraiment sympas à prendre parce qu'il y a des virages, c'est un peu technique et tout ça. Et j'y suis allé avec la grande confiance d'un pilote émérite que je ne suis pas. Et dans un virage, j'ai la roue avant qui a glissé. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je suis tombé, je me rappelle un peu de ça au ralenti. Ça a toujours été le cas. Donc en fait, tu sens ta roue avant qu'il glisse. Et je me rappelle avoir eu le temps de me dire, ah ouh, celle-là, elle va faire mal. Et effectivement, tu te retrouves au sol, à glisser sur la route mouillée et à te dire en même temps, ouh là là, mais j'étais en short, là, puis la veste, l'avant-bras, il est tout remonté. Donc c'est ma peau qui frotte par terre actuellement. Et ça s'est terminé avec un gros paf, un gros choc de la tête dans le muret. Et ouais, c'était vraiment pas très agréable. Et j'ai eu peur pour en fait, le casque est descendu sur les lunettes qui a appuyé sur le nez, et j'ai l'impression que ça a tapé aussi sous le nez au niveau des dents. Donc du coup, j'ai vraiment eu d'abord pas de sensation très douloureuse, mais une sensation de choc, et j'ai eu vraiment peur pour mon nez, mes dents.
Et puis ensuite, j'ai regardé, et puis mon nez saignait. Et après, je crois que mon esprit s'est mis dans un mode de survie où je comprenais pas trop ce qui s'est passé. Donc j'ai ramassé un peu tout. Je crois que j'ai laissé mes lunettes. Oui, j'ai laissé mes lunettes par terre. J'avais mon vélo qui était pas mal de pièces un peu tordues, cassées dessus, mais je m'en suis pas rendu compte. Et je suis rentré chez moi. Et je me rappelle m'être dit, tu vas pas regarder en selfie la tête que tu as et tout. Mais tu vas rentrer, donc j'ai encore fait une dizaine de kilomètres pour rentrer chez moi à Lausanne, et après j'ai dû couper mes habits le soir tout seul, et puis nettoyer dans la douche et tout. Et je suis allé me coucher en me disant ok, voilà, le genou gauche était bien touché. Puis aller me coucher, puis dans la nuit le genou faisait vraiment très mal, et puis j'ai échangé à l'époque avec une amie qui me dit mais tu veux pas aller à l'hôpital peut-être pour faire vérifier ou à la permanence médicale. Et pour faire court, pas de séquelles négatives non plus. Au bout de 3-4 semaines, le genou il a commencé à replier un peu. Il paraît qu'il y a quand même encore un petit bout de bitume dedans. Mais moi, je ne l'ai jamais vu sortir. Et à la radio, ils en ont vu un dedans. Mais ça m'a, je pense, sans en faire des tonnes, que ça a quand même changé la manière dont je roule en descente. Jusqu'à cette chute en juin 2022, je me sentais un peu invincible parce que je suis toujours allé un peu vite en descente. J'ai fait une fois de la moto sur circuit, où aussi tu te sens, tu te dis, waouh, en plus ça s'est bien passé. Je faisais des bons temps, pour être honnête. Et du coup, je me dis, waouh, en fait, ça va, tu maîtrises bien, c'est cool. Et là, ça m'a fait réaliser que, ouais, ça aurait pu être vraiment bien, bien pire. Et du coup, le vélo n'est plus. Le cadre, on n'a pas pu garantir que il soit encore en bonne intégrité mécanique. Les pièces ont été démontées et remontées sur un autre cadre, le fameux bleu-violet que j'ai actuellement. Moi, j'ai appris que en descente, maintenant, je suis quand même beaucoup plus prudent. À l'époque, je cherchais un peu les KOM en descente. J'en ai quelques-uns d'ailleurs. Pas très classe. Ouais, ouais. Et j'ai aussi appris qu'il fallait peut-être pas insister. C'était un soir où en fait les trucs n'étaient pas alignés. Il y avait de l'orage, il pleuvait, la route était mouillée, il faisait un peu frais. C'est 21h30, tu pars, t'as la lumière, machin. En fait, j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Oui, ou pas, ou peut-être que finalement cette chute-là a été un peu l'avertissement pour la suite, donc au final tant mieux. Oui, peut-être. Ouais. Parce que ça aurait pu être encore plus grave, donc c'est dur à dire toujours, mais en tout cas le ressenti, comme on le dit souvent, se fier au ressenti quand on ne sent pas trop une sortie, pas rare qu'il se passe quelque chose. C'est fou, mais ça, c'est vrai que ça réapprend, et beaucoup de gens qui sont tombés me disent ça. C'est maintenant je vais beaucoup plus tranquillement en descente, et même à moi tu me le dis des fois, mais va un peu moins vite en descente, parce que pourtant j'ai pas l'impression d'aller très vite et j'ai l'impression de faire très attention déjà par rapport à d'autres gens que je vois, mais tu me le dis des fois, tiens, Ouais, puis je me suis rendu compte un peu quand même de la confiance qu'on met dans un bout de plastique, finalement. Alors certes, c'est des bouts de plastique avec une technologie super, il y a plein de recherches, de développement, c'est des belles machines et tout, mais au bout du bout, c'est du plastique. Le carbone, c'est des fibres d'une sorte de plastique tressées et collées avec de la colle époxy double composant, donc c'est des triangles en plastique. Et le truc auquel je pense tout le temps, c'est marrant, ça me vient. Je vais le montrer pour les gens qui nous regardent. Je vais enlever mon casque. C'est la pression mécanique et l'effort mécanique qu'il y a au niveau du pivot de fourche quand on est en descente ou quand on freine. Pour moi, par exemple, qui pèse bien 80 kilos de temps en temps, il faut imaginer la contrainte mécanique qui se passe juste. Je vais le montrer. Ici. Ah oui, d'accord. Oui, sur le. Ok. Ouais, la contrainte mécanique qu'il y a du coup au moment de la jointure entre le pivot et la fourche. Et à chaque fois, je me dis, purée, mais en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de faire du 93 ou 93 km/h dans la descente dans une descente dans le canton de Fribourg. Et maintenant, je le ferai plus. Maintenant, je pense que j'irai aller peut-être à 75, 75, un truc comme ça, mais j'irai plus chercher les 93. Ouais. Et je freinerai avant. Alors qu'avant, je gardais de la vitesse dans les virages aussi et tout, en pensant que j'étais Marc Marquez sur sa moto GP. C'est pas très malin. Oui. Après, c'est vrai que la moto, ça te donne aussi des compétences, des skills que tu n'as pas. Peut-être si tu en fais pas. Moi, je vais moins vite déjà à la base parce que j'estime ne pas avoir les compétences. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un risque quand on maîtrise mieux. C'est vrai que je connais pas mal de cyclistes qui ont fait de la moto avant et qui, du coup, vont très vite en descente. Oui, parce que tu comprends un peu mieux cette question de transfert de masse
Comment est-ce qu'il faut positionner ton corps, à quel moment est-ce qu'il faut utiliser le frein avant ou le frein arrière, à quel moment le frein arrière est utile. Par exemple, en moto, si tu es dans un virage, par exemple, un peu vite, et que tu te rends compte qu'en conservant cette vitesse, peut-être tu vas être trop large. Donc soit tu vas aller vers le mur, soit tu vas te retrouver sur la piste d'en face. Une bonne technique, c'est pas forcément de couper les gaz, parce qu'à ce moment-là, la moto elle va tomber dans l'intérieur du virage et ça va couper un peu l'élan et rompre l'équilibre. Et du coup, une technique, c'est de légèrement appuyer sur le frein arrière, ce qui fait que ça assied l'arrière de la moto et ça permet de contrôler un peu le fait qu'elle se couche plus, mais en contrôle. Et ça, c'est un truc que je fais à vélo. Typiquement, le frein arrière, au milieu du virage, tu vois que tu es un peu trop vite, hop, tu lèches un tout petit peu le frein arrière et le vélo, ça le... Voilà. Ah ouais, ok. Et si on n'a pas ces notions, on voit des fois des gens freiner assez fort de l'avant dans un virage, et d'un coup, chut, pouf, par terre. Bon, ça c'est... Il y a pas de bol. Voilà. Ouais, manque de compétences. Comme t'es Non, rude. mais non, quand tu parlais, je me disais quoi on peut décider si on freine à l'arrière ou à l'avant. Ah, c'est vrai, toi, tu freines un peu des deux tout le temps? Je freine toujours par réflexe des deux côtés un peu. C'est vrai? Et peut-être avec l'intuition un peu plus, quand même, moins à l'avant qu'à l'arrière, ouais, je pense en descente. Mais toujours les freinages d'urgence que j'ai dû faire aussi quand tout d'un coup, des fois, les descentes du Salève qui est assez raide, via la Croisette, pour les gens qui le connaissent. C'est vrai que là, tout d'un coup, si tu n'es pas vraiment au taquet, tu peux vite devoir freiner très fort d'un coup. Et c'est vrai que là, je crois que je freine en même temps des deux côtés. Alors peut-être Réflexe. un élément comme ça que j'aime bien expliquer de temps en temps, c'est il y a beaucoup de gens en vélo qui croient que le frein arrière il est très très utile quand on freine fort. J'ai pas dit que c'était ton cas, hein, mais je l'entends. Des gens qui disent non, mais là avec l'avant on peut tomber et puis du coup moi je freine de l'arrière. Sauf que en fait, si tu imagines le transfert de masse qui se produit quand tu freines très fort, je prends toujours l'exemple de est-ce que tu as déjà vu une course de moto où en fait au bout d'une ligne droite à 300 km/h il freine. La roue arrière elle est où? Elle est en l'air. Donc on s'en fout qu'elle freine ou pas, finalement. Qu'elle soit bloquée ou qu'elle tourne, ça ne changera pas. Tout le poids est sur l'avant. Oui. Et du coup, freiner efficacement, c'est avoir un gros freinage de l'avant, mais en modulant la puissance et en mettant tout le poids possible sur l'arrière, histoire qu'il y ait le plus de pression possible sur l'avant sans passer par-dessus. Mais l'arrière, un peu comme en moto, probablement c'est un complément de freinage, mais ce n'est pas le vrai frein du vélo, c'est l'avant. C'est comme quand tu freines en VTT, c'est pareil, tu essaies de te mettre en arrière le plus possible. Ouais. Enfin, oui. Ouais. Ok. Et du coup, peut-être conseil pour les débutantes et débutants, c'est vrai que si vous êtes dans un virage penché, n'attrapez pas violemment le frein avant, parce que ça risque de vous faire tomber et ça va relever le vélo ou alors vous faire tomber. Mais si vous freinez, si vous voulez vous entraîner à freiner fort, parce que c'est quand même sympa d'arriver vite si c'est dégagé, et ben peut-être vous attrapez d'abord un petit peu l'arrière, histoire d'avoir un petite phase de ralentissement. Ça, on le fait à moto aussi, comme ça l'arrière descend. Ensuite, assez fort l'avant, on pousse vraiment sur le guidon, on se met en arrière, et une fois que le virage rentre, on peut ensuite un peu relâcher la pression, et quand le vélo est penché dans le virage, plus agir sur l'arrière, histoire de ne pas glisser et tomber. Voilà. Racing School. Moi, quand tu me dis l'arrière-l'avant, je me dis c'est déjà à gauche ou à droite? Tu sais qu'en Angleterre, ils inversent. Ils ont l'avant à droite. Voilà. Podcast qu'on étale sa science. Et ses non-compétences. C'est ça. On assume, c'est pas grave. Bah écoute, merci Aline d'avoir avoué t'être moquée de cette personne qui a glissé sur cette patinoire. Je suis vraiment une mauvaise personne en fait. Je sais pas, on laissera les gens juger. Non. Aline, assez de ces sujets sérieux, hein. On a parlé de peur d'Everesting, on a parlé de chute, on a parlé de mauvaise digestion. Et on entre maintenant dans un terrain inconnu pour toi, Aline. Tu n'es pas au courant de cette partie du podcast, c'est une surprise. Mais je vais te montrer une vidéo. Alors cette vidéo, je l'ai légèrement raccourcie. Il manque 15-20 secondes de passage, on va dire, moins intéressant. Et pour en tirer le meilleur parti, je me suis aussi permis de changer la musique. Je trouvais que c'était plus cohérent. Tu verras pourquoi. Il s'agit, pour mettre tout ça un peu plus au clair, d'une publicité pour Muc-Off.
Muc-Off, les produits de nettoyage, d'entretien du vélo, de lubrification. Et mon attention a été attirée sur cette dernière vidéo grâce, je dois dire, au dernier épisode du podcast de Cade Media, Francis Cade, Jimmy et Emily. Ils ont grandement expliqué comment ils se sentaient par rapport à cette publicité qui peut déclencher certaines réactions, vraiment. Et j'étais curieux de voir cette vidéo. Donc je vais te la montrer. Pour les gens qui nous écoutent, il y aura peut-être une toute petite minute de musique. Et pour les gens qui nous regardent, j'incrusterai l'image de cette pub sur le montage vidéo. Je vais tourner mon ordinateur vers toi. Et je vais mettre play. Allez, c'est parti. Ok. C'est chaud. Ah ouais, quand même. Attends, la fin est terrible. Voilà, pour les gens qui nous écoutent, c'est une publicité de Muc-Off pour un produit de nettoyage qui se compose de gants en latex rose. Et la pub a volontairement été tournée de manière très suggestive, avec beaucoup d'allusions érotiques, voire sexuelles, on va dire, dans cette pub. Ah, c'est ça. Ouais. Je vous mettrai aussi le lien en description du podcast si vous souhaitez aller la voir. J'ai un peu triché parce que la musique n'est pas comme ça. C'est une musique rock. J'ai fait exprès de la changer un peu. Néanmoins, les images sont telles qu'elles sont. Et Emily de Cade Media avait été assez dérangée par ces images-là. Et moi, j'aurais aimé avoir ton point de vue. Est-ce que c'est quelque chose qui dérange? Est-ce que c'est quelque chose de quoi on doit rire? Ou alors est-ce que c'est un discours vraiment... voilà, est-ce que c'est une pub qu'on aurait dû faire dans les années 90 et pas en 2022 ou 2023? Elle a 2 ans, elle vient pas de sortir. Mais j'aurais aimé avoir ton point de vue. Et t'es pas au courant, c'est pas chouette de ma part, mais ouais. Bah, je pense que chacun devrait la prendre comme il veut. Hein. Rien contre Émilie de Cade Media. Qu'est-ce que ça m'a fait? Oui, ça m'a fait rire. Moi, je souris plutôt à ce genre de choses. Ça m'a fait rire. Après, j'ai vu ta tête où tu regardais mes réactions. Je me suis dit, est-ce que ça me choque? Donc, en effet, on voit un gars nettoyer son VTT bien sale avec un gant. Honnêtement, la première réaction que ça m'a fait, parce que le vélo avait l'air propre, et le gars, son gant était sale. Ouais. Donc la première réaction, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il est propre. Ne va pas le Ton gant est salir, sale. malheureux. C'était la première réaction que j'ai eue. Donc bon, autant dire que ça m'émeut. Je suis peut-être pas très orientée sexe, je sais pas. Alors, je sais pas quoi penser. Si j'aime, j'aurais plutôt envie de dire que j'aime bien et que ça me dérange. Enfin, je trouve ça même intéressant. L'objectif est atteint vu qu'on en parle. Ah oui, bravo. Ça c'est un point auquel j'avais pas pensé. Clap. Ouais. Enfin, de toute façon, tant qu'on en parle, c'est vrai. C'est comment on dit en marketing, hein, en bien, en mal, tant qu'on en parle. Que ce soit du bon buzz ou du bad buzz, c'est du buzz. Muc-Off, pourtant, c'est une marque qui a l'air d'être... En fait, ça m'étonne par rapport au positionnement de la marque, qui est plutôt une marque justement qui se veut responsable, éco-responsable, un peu dans le sens moderne. Et c'est vrai que c'est un peu décalé, je trouve, par rapport à la marque. Si maintenant Motorex avait fait ça, j'aurais peut-être moins été choquée parce que le positionnement n'a pas l'air d'être le même, tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que Motorex, on ne s'étonnerait pas d'avoir un calendrier Motorex dans les toilettes chez les garagistes. Avec des hommes à poil. Ah non. Ah non. Oui. C'est vrai. Oui. Mais Muc-Off, c'est vrai que, en plus, c'est rose, c'est assez étonnant pour dire, je sais pas qui a conçu. Ça serait intéressant de voir la personne qui a conçu cette publicité, qu'est-ce qu'elle a pensé et qu'est-ce qu'elle voulait provoquer, parce que est-ce qu'elle voulait justement provoquer ce décalage ou pas. Alors moi, ça me choque pas, mais est-ce que je trouve ça bien ou pas? Je sais pas.
C'est dur, hein, je trouve. C'est dur parce que, effectivement, dans ce que j'ai vu, il y avait une sensibilité quand même qui avait été vraiment touchée chez certaines personnes. Et il y avait aussi dans ce podcast, il y a une personne, il l'appelle Bike Mécanique Nick, qui a un magasin en Angleterre. Et lui, il se définissait comme le moins woke des personnes. Voilà. Et puis, il disait qu'il lui avait été prévenu de ce que c'était. Mais il n'arrivait pas trop à dire si c'était une surréaction ou pas d'être très choqué par ces images-là. Par contre, lui, ce qui l'intéressait beaucoup, c'est qu'il trouvait que c'était un mauvais produit parce qu'il disait, avec un gant en latex où toute la saleté est bloquée dedans, ce que tu vas faire, c'est juste rayer ton vélo. Donc, c'est pas une bonne manière de laver son vélo. Et c'est le seul truc sur lequel il était en disant, c'est juste pas un bon produit, ça va rayer le vélo. Mais par contre, les images, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a quand même, le doigt va vraiment dans des orifices du vélo, il y a ce produit de nettoyage qui ressemble beaucoup à des fluides corporels. Voilà, Ouais. on est vraiment sûr, on ne peut pas douter de ce que ça Non, voulait de l'intention. représenter. Ouais. Donc on a vraiment des mouvements qui sont, est-ce qu'on dit équivoques ou univoques? Bref, des mouvements qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Ah, c'est clair. Ouais, exactement. Mais lui disait non, mais c'est pas un bon produit. C'est pas comme ça qu'on nettoie un vélo. Bah, c'est ce que je te dis par rapport au côté sale. Mais qu'est-ce que tu fais avec un gant sale sur ton VTT propre? C'est ce que tu Arrête, disais au début. arrête, non. Ne va pas rayer le vélo. Je pensais que c'était ça l'effet que tu voulais provoquer au début, puis après Ok. j'ai compris que c'était autre chose. Intéressant. Mais toi, ça t'a fait quoi concrètement quand tu l'as vu la première fois? Ah, Mais je tu as sais- vu le commentaire d'Émilie avant Non, de le voir j'ai découvert. En fait, j'ai découvert cette publicité en pensant d'ailleurs que c'était une pub récente. Après, je suis allé voir sur YouTube et j'ai vu qu'elle datait d'il y a 2 ans, mais peut-être que voilà, l'algorithme l'a redéterré, plus de personnes l'ont vu, et puis voilà, c'est peut-être pour ça qu'on en parle plus maintenant. J'ai toujours de la peine à me positionner par rapport à ça parce que si tu te... Bon, allons-y franchement. Si tu te penches sur on va dire des discussions que tu peux avoir avec des gens qui sont vraiment, on va dire, très engagés dans le féminisme, il y a toujours un truc que je pense peut-être valable qui est de dire, ok, mais t'es pas une femme et du coup tu sais pas ce qu'on a vécu et tout ça. Bon, ouais, moi je veux bien. Je sais pas, par exemple, je sais pas ce que c'est de pas être safe dans la rue à Lausanne à 2 h du matin avec un mec qui te suit ou comme ça m'est jamais arrivé. Bon, moi non plus. Hein. Ouais, ok. Ouais. Mais du coup, tu vois, à quelqu'un à qui ce serait arrivé, je pourrais comprendre que moi je peux pas Avoir les faire le mêmes- parallèle et ressentir ça. Et d'un autre côté, en fait, c'est presque. Est-ce que c'est un non-événement parce qu'il y a tellement peu de gens qui vont voir cette pub, ça ne changera pas la face du monde. Mais je ne sais pas non plus si c'est le genre d'humour qui me fait le plus rire en disant ah, il a mis le doigt dans le pédalier, hein, regarde, c'est comme s'il a mis le doigt dans. Tu vois, je sais pas. Bah, le but, c'était pas l'humour, je pense. De toute Ouais. façon, c'était justement de provoquer quelque chose. Et dans ce sens-là, je trouve assez bon. Mais oui, ouais. Ouais. Pour ça, ouais, moi, j'arrive pas à me déterminer Dur, non plus. hein, c'est Pareil. dur. Hein, ouais. 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 Mais merci pour l'histoire des marques qui font des calendriers, parce que ça, j'avais oublié, et c'est vrai, des marques d'huile de voiture, c'est sûr qu'il y a un calendrier aux sûr. toilettes. Ouais, c'est ça. C'est sympa. Peut-être que Mock-Off pourrait faire un calendrier de tous ces accessoires positionnés un peu. Enfin, ça pourrait être une idée, de faire un calendrier Mock-Off, du coup, pour aller dans la ligne de la stratégie. Avec des beaux cyclistes. Hein. Oh. Oui, d'accord. Le message a passé. Merci Aline pour ta réaction, c'est super intéressant. Je prends note du calendrier. Et je verrai si je lance un calendrier à mon effigie. Pourquoi tu ris? Il serait vachement bien un calendrier à mon effigie. Oui, quelle bonne idée. On continue par XOR, ou on continue avec XOR. XOR, est-ce que tu te rappelles du sous-titre de XOR? XOR, Non. elle ne se rappelle pas. XOR, l'un ou l'autre, mais pas les deux. Oui, oui. Hmm. Ah oui, pourtant, je l'ai sous les yeux. C'est fou, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Hasard de dingue. Allez, XOR, l'un pour l'autre et par le deux. Et là non plus, tu n'as pas vu les questions, je les ai cachées dans une autre partie du document. Alors, question numéro 1. Le trajet de 8 km en faux plat descendant, sans aucun mérite, pour aller par exemple de Cheseaux sur Lausanne à Lausanne, tu le mets sur Strava ou pas?
Ah oui. Chaque kilomètre compte. Chaque kilomètre compte. Je rajoute même je fais 500 mètres, enfin en tout 1 kilomètre par jour en vélo tous les jours quasi. Et de temps en temps, je rajoute sur Strava, je mets en cachet bien sûr, mais je mets chaque mois, je mets 3-4 kilos en plus. Comment ouais. À la louche comme ça? À la louche, parce que bon, non, parce que ça compte. Parce que parfois, je fais la course avec des vélos électriques. Là, moi, je suis sûre que des fois, je mets du 300 watts alors que c'est sur mon vieux vélo vintage. Mais je pense que parfois, en dépassant des cyclistes ou du coup, en prenant la roue de quelqu'un, je me suis demandé, tiens, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un segment. D'ailleurs, et je vais faire ça cette semaine. Je vais regarder s'il n'y a pas un segment quand même sur ce parcours qui est très court, 500 mètres, aller-retour, matin-soir. Eh ben, c'est 10 kilomètres. Hein. Mais ça veut dire que tu fais ce chemin sans compteur et arbitrairement, comme ça, au bout de 15 jours, tu dis ok, vas-y, je mets 10 km. Ça compte quand même assez facile. Je veux dire, c'est 1 km par jour, fois le nombre de jours à peu près. Eh ben, c'est comme ça, hein, c'est réel. Eh ben, moi, je fais comme les pros. Je fais mes trajets quotidiens, je les mets pas sur Strava, comme ça, les gens ils voient pas que je fais des recovery rides. Par exemple, cette semaine, je pense que j'ai bien fait 30 km que j'ai pas mis sur Strava. Et wesh, ma gueule. Mais en sachant que ce qui n'est pas sur Strava, ça n'a pas existé, c'est quand même un peu dommage. Non ? Ça existe dans mon cœur. Bon. C'est ça la valeur que tu attribues à mon cœur. Voilà. Et ben, chacun sa stratégie. Ok. Prochaine question, XOR. 100 km et 4000 mètres de dénivelé positif ou 200 km et 2500 mètres? Aujourd'hui, typiquement, je choisirais la 2. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de montée. Mais ça dépend quel vélo je prends, en fait. Ça dépend. Ouais. Si je prends ce vélo que vous voyez là, j'aurais plutôt tendance à faire un peu plus de plat ou de moins grosse montée. Et si je prends mon vélo pour m'entraîner pour l'Everesting de cet été, ben, j'aurais plutôt envie de faire de la montée. Donc... Ce vélo, c'est un Tarmac SL7 avec des roues DT suisses qui doivent faire 55 mm de haut, équipé en Ultegra DI2, 12 vitesses, câble intégré, cintre aéro, selle imprimée en 3D. Un vélo que je vais peut-être essayer de voler, car il me va en termes de taille. Et du coup, on va voir. On pourra peut-être faire un petit switch, un petit swap, si t'es sage. Je suis très sage. Troisième XOR. Des vélotoses, c'est les protèges que tu mets par-dessus les pieds pour avoir les chaussures plus aérodynamiques. Donc des vélotoses, des chaussettes, un casque aéro pour encore gagner 3 watts de plus, car au final tout s'additionne, c'est ce que tu as dit pour Strava. Hein. Ou, faut tout de même pas déconner, on n'est pas au championnat du monde. Allez, la première. pour le challenge, hein, alors que j'ai même pas de vélotose, j'en avais, mais en fait, ils se cassent tout de suite, ces machins, chez moi. C'est pas possible, j'arrive pas à les garder plus que 3-4 sorties. Ils se déchirent. C'est une matière plastique un peu, non? C'est pas vraiment du tissu, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est pas, en tout cas, ça tient pas chez moi. Et casque aéro, j'ai ce trip, je veux absolument trouver une fois dans ma vie. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et arrive à me trouver ça, je le paye. Bon... pas s'engager sur des montants trop importants, mais j'aurai une gratitude à vie. Je cherche le casque aéro qui a été utilisé par l'équipe EF Cycling, Pro, dans les années 2020 ou 2021 pour le Tour de France. Ouais. Ce casque POC avec le motif canard, donc on a les yeux du canard devant et derrière le bec du canard, et ça se trouve à nulle part en fait, et j'ai vraiment envie de l'avoir pour la déco, hein, donc si quelqu'un le trouve. Fred t'avait suggéré d'en acheter un normal et de le faire peindre, mais c'est pas la même chose. J'ai demandé. Ah, d'accord. J'ai investigué l'idée, mais c'est un peu cher. Et est-ce qu'on peut parler de quand tu as envoyé un message à EF Education et que tu leur as demandé s'ils pouvaient avoir un casque, si tu pouvais avoir le casque avec un fuck dessus, et après tu fais non merde, un duck, pas un fuck. Ah, mes compétences anglophones sont ce qu'elles sont. Non, j'ai surtout un dictionnaire qui corrige tous mes mots. D'ailleurs, on en parle de ton dictionnaire parce qu'il les corrige de manière très bizarre. Oui. D'un coup, il y a écrit fuck à la place de duck. Après, il y a écrit porno à la place de pommade. J'en sais rien. C'est fou. Non, c'est pourtant. On croirait que j'ai une vie incroyable sur ce plan-là. Où elle l'est, mais pas. Ma vie n'est pas de
Bref, oui, j'ai écrit je me suis dit, tiens, je vais écrire à EF pour leur demander s'ils ont encore un de ces casques, parce que j'ai dit, je suis une de vos plus grandes fans, avec un anglais qui était à peu près correct. Et au lieu de dire le doc face, j'ai dit le fuck face, et je pense qu'ils m'ont jamais répondu. Peut-être pas que pour cette raison, mais en me relisant, je fais bon, d'accord. Ok. Et toi, t'aurais choisi quoi? Pas tant que ça. C'est des gains marginaux qui sont trop chers. Des vélotoses, machin. Des chaussettes aéro peut-être une fois sur AliExpress à l'occasion d'une autre commande avec plein d'autres trucs, mais pas que pour ça. Le casque aéro, bizarrement, maintenant j'aurais quand même tendance à regarder le casque qui protège le mieux en cas de chute. Et si un casque me fait gagner 1 watt, mais il protège un peu moins bien, tant pis. Je prendrai celui qui protège mieux. Et après, quand même, c'est marrant, je réfléchissais à cette question hier parce que j'ai écrit cette question hier. Et après, d'un autre côté, je vais quand même pas non plus aller rouler avec une veste beaucoup trop grande et puis des trucs qui dépassent de partout pour juste perdre en efficacité. Donc avoir des trucs qui dépassent à gauche, à droite, non, si tu peux. Mais quand même garder un budget raisonnable. Et s'il faut chercher les 1 ou 2 derniers watts à prix vraiment très élevé, ça, j'irai pas le faire. Oui, parce que venant du gars qui me shame parce que j'ai la veste ouverte. Ouais, c'est ça. Ça me fait rire. J'ai répondu honnêtement. C'est rigolo. Ouais. Oui. T'as la veste ouverte parce que c'est swag. Bien plus classe. Voilà, c'est ça. Prochain XOR. Des roues en carbone avec des freins à patins ou des roues en alu avec des freins à disque? C'est dur, ça. Ça dépend pour quelle sortie aussi. Carbone avec patin. Ah tiens. Ouais, au final. Dépend typiquement pour un entraînement un peu plus en D+, qui va quand même être quelque chose qu'on va plus faire cette saison, du coup, avec les challenges auxquels on s'est inscrit. C'est vrai. Du coup, c'est plus cohérent par rapport au moment. Dans le dernier épisode du podcast, tu avais dit que tu reviendrais plus jamais aux freins à patins. Oui, mais bon, après, si tu me mets des roues en alu, pas cool. Hein. Non, bon. Ouais, je suis connu pour changer d'avis assez souvent. Donc... Je pense qu'entre des bonnes roues en alu et des mauvaises roues en carbone, il vaut mieux avoir des bonnes en alu. Et que les menhirs qui ne changent pas d'avis, comme dirait Obélix. Et enfin, la dernière question XOR que j'accompagnerai d'une anecdote. Les snacks dans les poches du maillot ou dans les sacs sur le vélo? Ouais. Alors pour le moment, c'est dans le maillot. Moi, j'ai pas de petite sacoche qui va sur le cadre. Pour le moment, si j'en ai une depuis la Race Cross, j'en ai acheté une. Je l'utilise pas souvent. Je trouve que c'est pas beau. Non, hormis ça, j'ai pas l'habitude de mettre une sacoche de cadre. Donc c'est juste pas une habitude et je préfère moi quand je suis dans une course où je dois aller vite, je préfère mettre derrière dans mon maillot des morceaux de barres plutôt que de les prendre devant. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Ah oui, tu avais cette technique qui était sympa en fait, de couper aussi des petits bouts qui soient mangeables vite fait, au lieu de devoir s'embêter avec l'emballage. C'est ça. Je trouve ça pratique et au final, c'est même dans une course gravel qu'on avait fait ensemble d'ailleurs, même si ça secoue un peu, une main sur le guidon, l'autre là, c'est bon, c'est pas... Pour le moment, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien avoir derrière la potence cette sorte de bento truc où à la Berne Gravel Race, j'avais mis des bonbons. Et du coup, t'es comme ça, tu ouvres ton truc, ça secoue, tu manges ton bonbon, blablabla. Mais en fait, ils sont devant et tu peux faire une poche où tu vas piocher dedans. Mais c'est bien plus malin. J'ai pas le réflexe, mais c'est une bonne idée. J'avais vu des ultra-cyclistes faire ça en achetant des frites. Tu sais, tu sais ceux qui font les FKT, les Fastest Known Time. Donc vraiment, c'est pas la compétition officielle, mais tu vas sur Strava et tu as un segment qui fait je sais pas combien de centaines de kilomètres. Du coup, ils essayent d'économiser des minutes à gauche à droite et puis ils vont dans les stations-service, ils achètent des burgers, des frites et puis ils foutent tout dans le sac et puis ils partent en mangeant comme ça avec les frites. C'est génial. Tu sais, après, la personne revient, tu peux gagner le sac de machine qui a fait ça. Non, ça va, je vais acheter un autre. C'est bon. Okay. Ah, c'est marrant, c'est drôle. Eh bien, moi, Aline, tu m'as appris quelque chose récemment. C'était que dans Zwift, moi, j'avais jamais compris. Toi, tu m'avais dit, oh là là, mon avatar dans Zwift, je trouvais qu'il avait des grosses fesses. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'on m'ait mis des ride-on et qu'en fait, ils vont se stocker dans les poches de derrière. Et moi, j'étais là. Ah, c'est ça, c'est pour ça que des fois on a des snacks dans les poches ou pas. En fait, c'est pas les snacks, c'est quand on reçoit des petits pouces, ils vont se mettre dans nos poches, dans le maillot. C'est ça. Moi, je savais pas.
Ouais. Eh ben ouais, tu vois. T'en reçois pas assez. C'est pour ça. J'en reçois tout le temps. Oui. Bah oui. Même, Pas assez, on dirait. moi, Que tu le vois. déjà, j'en donne tout le temps. Quand je passe près d'un groupe comme ça. Moi, je donne pas. Moi, je donne. Oui, moi, je donne. Voilà. Ouais. Et j'en reçois beaucoup. Après, c'est pas très personnel parce que quand tu donnes à tout le monde qui est dans la zone. Apparemment, oui. J'allume pas, moi, comment ça s'appelle L'application, là. L'application. Zwift Compagnon. Ouais, j'utilise pas, donc, parce qu'il se connectait toujours sur un truc. J'arrivais jamais à le connecter en même temps, donc voilà. Ok. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Moi, j'ai réussi à me servir de l'application Zwift Compagnon pour coupler en Bluetooth des choses, parce que sur l'ordinateur sur lequel j'ai Zwift, il n'y a pas de récepteur Bluetooth. Et du coup, c'est le téléphone qui prend en Bluetooth les capteurs et qui passe ensuite par Internet et qui va dire à Zwift ces capteurs sont branchés dessus, et ça a fini par marcher. Ah, bien. Donc, Intéressant. si des gens galèrent en termes de connectivité, vous pouvez vous servir de l'application Zwift Compagnon pour faire capteur Bluetooth qui remplace le capteur Bluetooth de votre ordinateur si vous n'avez pas le Bluetooth dessus. Voilà, on va terminer sur cette note intelligente. Tu applaudis ? J'applaudis, mais sans faire de bruit, apparemment, ça fait. Non. Générique de fin ? Oui, vas-y. Générique de Attention. fin. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Ouais, voilà, je me suis trompé de générique de fin. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Cycliste, le podcast. Envoyez-nous vos questions ou vos retours sur contact@cycliste.com, cycliste avec un S au début, mais pas à la fin. N'oubliez pas de nous donner un rating ou une évaluation si vous nous avez écouté sur une plateforme de podcast comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou autre et que vous avez apprécié ce format. Mettez également 5 étoiles si vous n'avez pas apprécié. Ça nous permet de continuer à produire ce contenu gratuitement pour vous et de manière régulière. Merci Aline. Et merci beaucoup à toi. On va aller faire du vélo. On va aller danser. Oui, faire du vélo. Oui, mais le soleil est venu. C'est parfait. C'est On parfait. va aller se faire un tour. Moi, je vais d'abord manger. Bon, d'accord. Moi, je peux pas. Je suis dans les 16 heures de jeûne. À cause du jeûne intermittent. C'est le jeûne intermittent qui t'empêche de manger. C'est nul.